Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, je retrouve avec plaisir notre invité qui est à l'honneur, Stéphane Cantero, pour nous parler, présenter son recueil de nouvelles, Pico-Roman, aux éditions Edna. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie. Donc, comme on disait hier, c'est vrai que parfois vos nouvelles sont un peu le fruit d'une réflexion, d'une réaction, d'une indignation. Mais c'est loin de moi l'idée de vouloir dépeindre ce recueil de nouvelles comme un recueil triste ou moi je l'ai trouvé très drôle, et même quand vous abordez des sujets dramatiques comme le suicide, parce qu'il y a quand même plusieurs suicides dans ces recueils, ce recueil, et ben même là vous n'arrivez pas à nous faire pleurer. Oui. Oui, en fait. Comment est-ce que on peut arriver à traiter d'un sujet aussi délicat? Avec autant de recul. En fait, quand je me suis pris à ce jeu-là, c'était le but, c'était aussi de me faire marrer moi-même, en fait. Voilà, donc c'était histoire de faire rire même des sujets, alors soit des sujets assez légers, mais aussi des même les sujets sordides. Il y a toujours toujours un instant cocasse. Voilà, ouais. Parce que c'est un peu le but, quoi. Ouais. C'est votre métier qui vous a donné à rencontrer ce type de situation ? Pour les suicides. Les suicides, par exemple. Ah bah oui, c'est clair que puisque moi j'ai toujours exercé au parquet. Je suis pas allé au siège puisque le parquet m'a beaucoup plu et il me plaît toujours. Donc je suis toujours resté magistrat au parquet. Et lorsqu'on est de permanence... Petite parenthèse, oui. Vous parlez de magistrat au parquet ou au siège. Oui, on est magistrat, sauf que le siège c'est les juges. Donc eux jugent, et nous au parquet on est les procureurs et toute l'équipe. D'accord, c'est la différence. Si on veut schématiser un peu, mais on peut passer de l'un à l'autre. Si demain je voulais être juge, je le serais. Et inversement, si un collègue juge voulait devenir parquetier, il y a une passerelle entre le siège et le parquet. L'unicité du corps, voilà. Et donc, quand on est au parquet, quand on est de permanence, les gendarmes, beaucoup de gendarmes et les policiers aussi, dès qu'il y a une découverte de suicide, c'est une mort violente, donc ils appellent le procureur de la République, puisqu'on pourrait décider de faire des vérifications, une autopsie ou des choses comme ça. Et donc, ils nous rendent compte des suicides, des tentatives de suicide, et c'est comme ça qu'on découvre, jeune magistrat, on découvre assez vite les multiples façons de se suicider que peuvent trouver les gens qui sont poussés à bout, vraiment. Enfin, il y en a qui sont plus douces que d'autres. Oui. Ah oui, une des histoires. Ça, c'est une histoire vraie. Une histoire vraie. Quand j'ai commencé ma carrière, comme ça, effectivement, je me suis douté, oui. Oui, c'est une histoire vraie. J'étais donc au parquet de Nantes à l'époque, à la permanence. Je m'occupais du traitement en temps réel. On était 2 magistrats à chaque fois. Et un jour on m'appelle puisque un frère avait découvert chez son frère, donc chez lui, le cadavre de son frère assis dans un congélateur coffre. Voilà. Et donc on est allé avec le légiste et 2 gendarmes et on a sorti le corps d'ailleurs de ce coffre. Il s'était suicidé en avalant des somnifères pour s'endormir dans le froid, et il est mort comme ça de froid en fait, mais inconscient. Alors c'est vrai que quand il est découvert, il y a une pierre sur le... Il y a un parpaing sur le couvercle, voilà. Et donc c'est comme ça que les gendarmes au début pensaient à peut-être qu'on l'avait suicidé, des tiers, voilà, les tiers auraient mis cet homme dans le coffre et auraient bloqué comme ça, l'auraient bloqué. Et en fait non, c'était un vieux coffre avec
enfin le couvercle fermait mal, enfin il y avait un problème d'étanchéité et du coup il avait ce système-là de mettre quelque chose de lourd sur le couvercle pour maintenir le froid en fait, assurer l'étanchéité. Mais on s'était aperçu qu'effectivement on pouvait se mettre à l'intérieur en ouvrant le coffre avec le parpaing dessus et puis en laissant, puisque le parpaing butait contre le mur et quand on rebaissait le couvercle, le parpaing se remettait en glissant au milieu du couvercle. Donc en fait c'est lui qui s'était mis dedans, il avait laissé un mot de toute façon et voilà. Et c'est vrai que ce qui avait été frappant, c'est que ce corps était congelé, complètement congelé, donc il était en position, il était dur comme la viande congelée en fait. Et son frère qui était là, qui voyait la scène de loin quand on l'a sorti, eh bien, il avait peur qu'on le laisse tomber. Le légiste disait oui, il a raison, si on le laisse tomber, il pourrait casser quoi. Voilà. Ouais. Donc bon, j'y repense de temps en temps. Voilà. Oui, parce que j'imagine que quand on est jeune, c'était début de carrière, quand on est jeune magistrat, ça doit quand même marquer ce genre d'histoire. C'est toujours triste puisque voilà, c'est définitif, alors qu'on peut se dire que si ça se trouve, sa situation se serait améliorée après, quoi. Voilà. Donc 20 ans après, ça ressort voilà. dans Picot-Roman. Picot-Roman, exactement. Mais il y en a d'autres où vous traitez effectivement du suicide, mais alors il y a toujours vous le traitez de manière cocasse en fait, quoi. Enfin c'est pour, je sais pas comment vous faites, mais en tous les cas c'est à aucun moment on se. Il y a beaucoup d'humour noir. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup d'humour noir. Oui. D'humour de dérision, quoi. Oui, de la dérision et puis ouais. Alors je me suis posé une question dans une de vos nouvelles qui s'appelle Rebondir. Ah oui. J'ai découvert que quand on était magistrat, ça ne se faisait pas de devenir avocat. Ah si, il y en a, hein. Si. Ça j'ai arrive. Des collègues et même des copains de promo qui sont devenus avocats. Si, ça peut, hein, bien sûr. Parce que le personnage que j'ai écrit, lui, il a vraiment pas envie de J'avais de l'impression faire. qu'il passait à l'ennemi, quoi. Voilà. Oui, mais là, c'est un peu, voilà, j'en rajoute, voilà. Mais c'est peut-être l'état d'esprit de. Bien sûr. Non, je pense pas vraiment, non. Non, on dit ça pour se chambrer entre nous. Quand un avocat devient magistrat, ça arrive, eh bien, on dit, belle prise, là, on vous a piqué un avocat. À l'ennemi, on a fait une belle prise, quoi, voilà. Mais c'est pour. Voilà, c'est pour. D'accord. Donc taquiner, ça peut se faire. Oui, bien sûr. Oui, ça peut se faire. Alors, ça arrive. Je me suis aussi, c'est vrai, posé la question parce que vous êtes quand même, en tant que magistrat, un homme public. Il y a certaines affaires quand même qui sont... vous êtes intervenu dans des affaires qui ont été ultra médiatisées, passionnelles. Je pense à l'affaire d'Outreau, par exemple. Ah oui, Outreau 3, Daniel le grand-fils, oui. Voilà, quand il y a eu à Rennes, il y a eu un... Ah, je perds le mot. Enfin bref, quand c'est passé, ça a été rejugé à Rennes, vous étiez l'avocat général. Oui. Est-ce que lors des affaires comme ça qui sont hyper médiatisées avec tous ces journalistes qui vous attendent à la sortie du tribunal, ce public, comment le magistrat peut arriver à garder la tête froide et à ne pas se laisser submerger par cette émotion collective, en fait. Quoi. Alors ça, c'est sûr qu'il y avait une drôle d'ambiance. Hein, ça doit exercer une pression, quand même. Alors, c'est sûr, puisqu'on sait que notre attitude, nos paroles, enfin je savais que mes attitudes même, mes paroles étaient examinées vraiment, et donc c'est vrai que à la loupe. Voilà, et puis pouvaient être relayées comme ça dans la presse nationale et voir en direct, puisque déjà à l'époque ils tweetaient en direct dans la salle, salle d'audience 2015, hein, en 2015, oui. Donc c'est vrai que ça met une pression alors que moi je me sens toujours assez libre en fait, hein, de poser les questions que j'ai envie de poser, ou voire de pouvoir parfois ça arrive, hein, des prises un peu
pas de bec, mais un peu de s'accroche, d'aparté avec certains avocats et autres. Bon, là, on sait que ça peut être vite relayé ou autre, donc je m'étais mis à une espèce de pression au départ, puis en fait, très vite, le naturel revient, et puis très vite, on a cette attitude comme qu'on a sur n'importe quel dossier habituellement, et on oublie. Et vous arrivez à faire abstraction de cette émotion collective. Complètement. Non, puis surtout que les journalistes étaient présents, bien sûr, mais voilà, il n'y a eu aucun incident, et vraiment, c'était apaisé, en fait, comme audience. Alors, dans la salle, mais c'était aussi dû, je pense, donc aux avocats, puis au président Dari qui a présidé cette audience, vraiment un excellent, comme les présidents actuels. On a vraiment beaucoup de chance en Bretagne d'avoir des présidents de cour d'assises excellents. Eh bien, voilà, ça a contribué à des débats sereins. Et d'ailleurs, les journalistes eux-mêmes ont pu l'écrire que vraiment ça avait été une audience calme où régnait vraiment les débats sereins. Après, c'était plutôt à l'extérieur, dans les couloirs, parce qu'on avait il y avait une effervescence. Oui, puis il y avait des associations, une en particulier très revendicatrice et insultante en réalité, qui nous traitait de pédophiles en permanence. Moi, quand au bout d'un moment ils se sont dit que je n'allais pas soutenir l'accusation, et les avocats de la défense, donc et dès que quelqu'un passait dans les couloirs, alors il y avait des affichettes partout, et ils nous traitaient tous de pédophiles, voilà, c'était leur mot. Donc pour vous dire un peu l'ambiance, mais ça c'était à l'extérieur, c'était pas ni dans la salle ni aux abords directs, c'était plutôt à l'extérieur. Alors c'était serein peut-être parce que aussi vous aviez 15 ans d'expérience, ou une quinzaine d'années d'expérience. Oui, puis le dossier je le connaissais. Pour un jeune magistrat, ça doit être... Oui, puis le dossier je l'avais travaillé, je le connaissais par cœur, je l'avais épluché. Et les débats ont été parfaitement menés, sereins, avec une loyauté de part et d'autre, tant des parties civiles que de la défense. Vraiment, il n'y a pas eu des sbroufs, donc ça a pu se mener. Mais vous arrivez quand même alors, il y a l'affaire d'Outreau, mais il y a eu d'autres affaires comme ça. Ça a été quand même, je pense, ça a été une chance dans ma carrière professionnelle d'avoir eu accès à ce dossier. Voilà, parce que j'ai pris connaissance de la première pièce à la dernière pièce. Donc, c'est-à-dire, je ne sais plus combien il y avait de tomes, 27 ou 28 tomes, ce qui représente, si on met les feuilles les unes à côté des autres, 16 mètres linéaires, en fait. Vous voyez, donc, c'était imposant. Mais bon, pour ce qui concernait véritablement Daniel le Grand-Fils, il y avait plus beaucoup de pièces, plus beaucoup de pages, mais il y en avait un peu quand même. Mais bon, j'avais fait l'effort d'appréhender tout le dossier. Et puis donc c'est une chance de savoir qu'est-ce que c'était que ce dossier. Et puis et surtout de pouvoir vous l'affirmer, et ça, on pourrait y passer toute une semaine si vous voulez, mais pour vous affirmer que les acquittés d'Outreau, ce sont des innocents totaux. Ces gens-là n'ont rien fait. Tous les acquittés d'Outreau n'ont rien fait. C'est ma main à couper, et je pourrais vous le démontrer encore s'il fallait, mais tous les acquittés, et voilà, j'ai du mal parfois à entendre que oui, mais quand même, les acquittés, quand même... il y avait des éléments, on ne sait jamais. Puis il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, et puis quand même le premier jugement, puis la cour d'appel à Paris, ça s'est tellement mal passé qu'on n'a pas jugé sereinement. Non, voilà, ce sont des innocents. Et Daniel le Grand-Fils était un innocent, il n'a jamais rien fait, il n'a jamais même rencontré les enfants et les condamnés qui sont coupables, donc et qui ont été condamnés, puisque l'affaire d'Outreau n'est pas une erreur judiciaire. Ça, je vais vous dire quelque chose qui risque de vous choquer, mais ce n'est pas une erreur judiciaire, c'est tout sauf une erreur judiciaire, puisque les coupables ont été condamnés, donc les 4, c'est-à-dire Myriam Badawi, Thierry Delay,
Aurélie Grenon et David Delplan, qui étaient leurs voisins de palier à un moment des faits. Donc ces 4-là ont été condamnés pour ce qu'ils ont fait sur 4 enfants, les 4 enfants Delay, Chérif Delay, Dimitri Delay, Jonathan Delay, Dylan Delay, qui eux ont subi le pire. Hein. Ce sont des victimes. Il est hors de question de nier cette qualité de victime. Ils ont été victimes du pire de la part de ces 4 adultes-là. Donc c'est pas une erreur. Dont leurs parents. Et diverses formes de maltraitance, parce qu'il n'y a pas eu que sexuel, hein, c'était vraiment énorme. Ces pauvres enfants ont subi vraiment des exactions épouvantables de la part vraiment d'adultes pervers. Mais donc les 4 coupables ont été condamnés et les innocents ont été acquittés. C'est-à-dire, puisqu'il y en avait 17 d'accusés à Saint-Omer, donc 4 condamnés, donc ça fait 13 innocents, mais qui n'ont rien fait. Hein. En tout cas, à cette époque-là, ils n'ont rien fait dans ce dossier. Voilà, c'est pas un suicide, Monsieur Mourban. En fait, là aussi, c'est pareil. C'est pas vraiment un suicide, c'est qu'il était tellement désespéré que il a pris trop de cachets d'anxiolytiques et il en a fait une overdose. En fait, alors c'est pas véritablement un suicide, c'est une overdose médicamenteuse, mais parce que mais il pas était intentionnel. Voilà, je pense pas. D'après ce que j'ai compris moi du dossier, non. C'était plutôt les conséquences, mais c'est pareil, ça revient au même. Hein. Oui. C'est pour vraiment tellement apaiser ces souffrances. Aussi, c'est les conséquences de ces accusations, en fait. Donc ces gens-là ont été acquittés. Alors, en fait, c'est pas une erreur judiciaire, c'est une terreur judiciaire. C'est-à-dire que des gens qui sont innocents, qui ont été injustement condamnés, accusés, dont on a livré des noms comme ça, et ont fait de la détention provisoire longtemps et leurs enfants ont été placés. Et donc ça, c'est une terreur judiciaire. Mais c'est pas une erreur judiciaire. Voilà. Donc ça, c'est vrai que je me disais que ça devait quand même être difficile quand on a affaire à ce genre qui a duré des années, quoi. Oui, puisque entre le premier procès et Rennes, et le procès à Rennes. Procès, je ne sais plus à quelle année il a eu lieu, mais 2004, il me semble. 2004, ça fait une dizaine d'années. C'est vrai qu'il y a des affaires comme ça. C'était juste avant la prescription. Donc il y a des affaires comme ça où vous parliez de bulles en début de semaine, où vous étiez complètement immergé dans des affaires. Des affaires. Mais là, on ne fait pas partie de la famille Badawi. Non, là, on a du mal quand même. On a du mal, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de risque. On a du mal, mais c'est vrai que puis c'était non-stop puisque c'était 3 semaines et puis c'est vrai que les week-ends puisqu'on avait des suspensions le week-end, mais j'y retournais pour travailler puisque même j'étais pas du tout serein chez moi, j'étais incapable de faire autre chose que d'aller travailler et revoir le dossier et de mettre à jour mes notes. Bon, c'est quand même un peu envahissant parfois. Voilà, oui. Mais bon, là, ça vaut le coup. C'était une expérience professionnelle riche. Bon. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Eh bien. On se retrouve demain pour notre dernière journée et conclure sur ce pico-roman. Et on laisse place à un petit peu de lecture, comme le veut le format de l'émission. Et je vous retrouve demain. À demain. À demain, Nathalie. Stéphane Cantero, pico-roman. Excès de transparence. Il avait, plusieurs semaines auparavant, très vite parcouru le dossier, de sorte qu'il ne se rappelait plus vraiment ni des faits ni de l'accusé. Ces derniers temps, les audiences et les dossiers se succédaient sans pause, si bien qu'il finissait par mélanger un peu les histoires. Le rapport du président lui raviva vaguement la mémoire. Une affaire de meurtre par un petit ami jaloux ne supportant pas la séparation et surtout la nouvelle liaison de son ex. Lorsque le président eut terminé, il demanda à l'accusé, un jeune homme dans sa vingtaine, quelle était sa position par rapport aux accusations, s'il les contestait ou les reconnaissait. « Je reconnais tout, j'avoue tout », répondit-il. Étienne attendait de voir le déroulement des débats pour connaître le sens de ces déclarations liminaires. Car il y avait 3 types d'accusés. Il y avait d'abord la grande majorité, les accusés stratèges, des coupables manifestes, accablés par les preuves réunies contre eux,
qui pourtant niaient ou alors minimisaient leur implication et leur intention. Cela agaçait tout le monde, surtout ceux qui niaient, pris la main dans le sac, mais affirmant les yeux dans les yeux et jurant sur la tête de leurs proches que la main qui prolongeait leurs bras ne leur appartenait pas. Ceux qui se contentaient de minimiser en se donnant le beau rôle, profitant la plupart du temps de l'absence de leur victime, tuée, seul véritable témoin des faits, énervaient plus ou moins en fonction de leur degré de mépris de l'intelligence des jurés. Il y avait ensuite, plus rares, les vrais innocents, qui se défendaient très mal, qui tombaient tous dans le piège de devoir rapporter la preuve impossible, celle de leur innocence, celle de l'inexistence, celle de l'absence. Les pauvres. Ceux-là ne se taisaient jamais et acceptaient de répondre aux questions du président, des parties civiles et de l'avocat général. Et donc, lorsqu'ils devaient expliquer pourquoi les parties civiles les accusaient à tort, ils se lançaient toujours dans des explications alambiquées et ils en faisaient souvent trop pour tenter de convaincre de leur honnêteté. Comme ils donnaient des raisons foireuses au pourquoi des fausses accusations, on le leur reprochait. Et ce qui n'était qu'une maladresse, plutôt une faiblesse d'avoir accepté de tomber dans ce piège pervers d'essayer de trouver une raison à la déraison, se transformait inévitablement en élément à charge. Leur bavardage devenait une preuve, devenait la preuve. Si on les surprenait à dire n'importe quoi, on se disait qu'ils avaient bien des choses à se reprocher pour nous servir de telles salades. En même temps, il était toujours plus prudent de répondre aux questions. En France, malgré les proclamations de principe du droit au silence et de la présomption d'innocence, il était toujours dangereux de se taire. On ne changeait pas de culture aussi facilement. Le silence était un aveu. Alors, il choisissait toujours de parler. Il requérait l'acquittement de ces innocents-là, mais n'était pas toujours suivi. Il l'était de moins en moins, même tel était l'air du temps. Surtout qu'il n'était pas toujours aidé par l'avocat de la défense, qui en rajoutait parfois. Oui, lorsque la défense en faisait trop et se mettait à développer des arguments fragiles, les jurés devenaient suspicieux. Il y avait, enfin, encore plus rare, les accusés qui reconnaissaient totalement, intégralement, sans fard ni poudre. Ceux-ci répondaient à l'injonction de sincérité donnée par toutes les cours d'assises, qui voulaient toujours en savoir plus, qui en voulaient toujours plus et n'en avaient jamais assez, de détails, de raisons, de motifs, de sentiments. Ces accusés, de type Meursault, nus et crus, effrayaient tout le monde. Leur sincérité était obscène, écœurante. Et les collègues de la cour, comme les jurés, se retrouvaient pris au piège de leur propre voyeurisme. Alors ils se vengeaient, durement. Ils faisaient payer à l'accusé le fait d'en avoir trop dit, de les avoir mis mal à l'aise, à leur faire ainsi approcher les pensées d'un criminel et la violence d'un crime. Au cours des 4 jours du procès, il se rendit compte que son jeune accusé faisait partie de cette 3e catégorie. Malgré ses réquisitions prudentes et empathiques, son accusé fut condamné très sévèrement, bien au-delà du raisonnable. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.